Merci François, et puis merci pour l'invitation. C'est un plaisir de revenir ici. On m'invite à chaque événement sportif. Il y a 2 ans, c'était pour la Coupe du Monde. Là, c'est pour l'Euro. Non. Non. Alors, j'ai diplomatiquement, évidemment, évité de mettre du football dès la première diapositive, le premier Mickey, comme tu dis, pour évoquer donc ce sport dans les tranchées, un thème finalement qui est revenu de manière assez périodique, soit dans les médias, soit dans les tranchées, dans les travaux plutôt des historiens, de certains historiens qui eh bien, ont choisi de voir cette grande guerre au travers du sport, et avec une question aussi, c'est est-ce que la guerre c'est un moment de parenthèse dans cette histoire sportive, ou bien c'est quelque chose qui fait commencer un essor du sport. Il y a un livre d'un ancien professeur d'éducation physique et sportive qui s'appelle Michel Merkel, qui a écrit que le sport sortait des tranchées. On va voir que les choses sont un petit peu plus compliquées. Alors tout d'abord, la question du sport des tranchées, c'est la question des sources. Pour quelle raison? C'est que ce sport qui aurait été largement pratiqué par les soldats, on va voir que c'est là aussi quelque chose d'un peu compliqué, eh bien cette idée a été très largement diffusée par la presse sportive, notamment, mais pas seulement. Pour quelle raison? D'abord parce que cette presse sportive, eh bien en 1914, à l'automne 14, une partie disparaît, l'autre doit chercher évidemment des informations à traiter, doit montrer aussi son activisme en établissant un lien avec jusqu'au premier à ligne, eh bien, fait l'éloge de ce sport des tranchées. Alors on sait évidemment que la guerre vue dans la presse, c'est la guerre racontée par ceux qui ne la font pas. Donc il faut évidemment aller chercher ailleurs, et les sources quand même sont assez finalement prolixes sur ce sport de guerre. D'abord les carnets, les lettres des soldats. Ceux-ci ne racontent pas seulement évidemment leurs angoisses ou alors leurs repas, les excès de boissons qu'ils peuvent faire, mais aussi pour les plus jeunes, pour la génération sportive, eh bien, les matchs de football, les matchs de boxe, les différentes activités sportives auxquelles ils peuvent participer. Il y a aussi les journaux de marche et d'opération des unités qui, périodiquement, font mention, sans grande précision, d'une fête sportive ici ou là. Et puis, il y a un certain nombre d'archives au service historique de la Défense, eh bien, qui rendent compte d'une préoccupation. On verra que pour l'armée française, ça commence surtout au moment des mutineries, donc au printemps-été 1917, et qui eh bien, rendent compte de l'insertion que l'on va donner au sport dans la guerre et dans la manière dont on mène la guerre. Alors, pour évoquer cette question-là, donc d'un sport qui aurait certainement été important dans le temps de repos, dans le temps libre des soldats, eh bien, je vais l'évoquer en 3 temps. Tout d'abord, en évoquant la place du sport dans cette société industrielle que sont déjà les sociétés en guerre en 1914, et un sport qui a une place spécifique évidemment dans les loisirs, qu'on pourra retrouver peut-être évidemment au front. Ensuite, on évoquera ce temps pour soi, qu'est le sport, au travers notamment de témoignages, qui sont ceux des soldats eux-mêmes, et il y a un certain nombre de témoignages tout à fait exceptionnels que l'on peut utiliser pour voir finalement comment ce que certains psychologues appellent la clôture ludique, eh bien, comment cette clôture ludique se met en place près du front. Et puis enfin, on verra évidemment les conséquences, notamment ce tournant de 1917 en France et en Italie, un nouveau regard sur le sport, et puis les conséquences sur ce qu'on a pu appeler la sortie de guerre. Alors, première chose, d'abord, le temps du sport entre paix et guerre. Il faut évoquer très rapidement, évidemment, le sport dans les sociétés industrielles. Alors, ce sport, en fait, il se développe à partir, en gros, des années 1880-90, sous différentes formes. Ça peut être la gymnastique qui se sportivise progressivement en cherchant évidemment
la performance, mais ce sont aussi les sports anglais. Et ils ont une fonction, c'est notamment celle d'organiser le loisir qui naît, je renvoie évidemment au livre dirigé notamment par Alain Corbin, l'avènement des loisirs, qui naît dans une transformation du loisir qui naît avec la société industrielle, avec ce temps du travail qui devient de moins en moins poreux, et un temps de travail qui devient de plus en plus distinct du temps du loisir. Donc il s'agit de le rationaliser et d'éviter notamment des pratiques déviantes comme cette Saint-Lundi, hantise des industriels, notamment en Angleterre, mais aussi en France. Et il est remarquable, notamment pour ce qui nous intéresse, c'est que la fin de la pratique du Saint-Lundi, c'est-à-dire le fait évidemment de s'enivrer le dimanche soir, être incapable d'être à l'usine le lundi matin, s'estompe notamment en Angleterre à partir des années 1850-1870, grâce à la création du samedi anglais, le fait qu'on arrête le travail à 13h, et que cet arrêt du travail à 13h permet à la fois l'essor de la pratique sportive, mais aussi du spectacle sportif. On arrête le travail à 13h, et les matchs de la Football League, par exemple, eh bien, qui commencent en 1888, commencent à 15h. Donc ce sport, il est très lié évidemment à cette nouvelle logique de la société industrielle. Il permet notamment de discipliner, de nationaliser les masses. Voilà une image de la fête fédérale de gymnastique en 1913. Et sur le continent, les mouvements de gymnastique sont très puissants, notamment en France et en Allemagne. Il s'agit de distraire. Le Veldiv commence ses activités à partir de 1909-1910. Et c'est déjà un spectacle de masse, attirant 15 000 spectateurs pour le sport roi du continent, qui est alors évidemment le vélo. Et puis, le sport fait apparaître aussi un nouveau souci du corps, un corps esthétique. Il est remarquable de voir toute la production d'avant 1914 de librairies et d'éditeurs comme Alcan sur le corps, l'énergie, mais aussi sur l'aspect esthétique. Il y a des revues comme La Culture physique du fondateur du culturisme, le professeur Desbonnets, qui n'avait de professeur sans doute que le nom, mais en tout cas beaucoup plus de muscles que les professeurs en général. Et puis il y a Jean Bouin, que vous avez ici, l'une des premières victimes illustres du sport français pendant la Première Guerre mondiale, et qui rend compte de ce sport performant, puisque l'un de ses premiers titres de gloire, c'est d'être recordman de l'heure. Ce sport, c'est aussi une culture déjà massifiée. Très souvent, dans cette histoire du sport pendant la Première Guerre mondiale, on fait débuter le sport moderne dans les tranchées. Or, si l'on se penche avec un peu de sérieux et avec un peu de travail dans ce sport de la Belle Époque, on s'aperçoit que c'est déjà une culture très massifiée. Donc si on fait évidemment du sport à proximité des tranchées et jusque vers l'arrière-front dans les cantonnements, c'est d'abord parce que, évidemment, on connaît ce phénomène. En 1914, en étant extrêmement, finalement, pessimiste sur ces statistiques sportives, on compte au moins 500 000 licenciés sportifs. Donc on met de côté tous ceux qui le font de manière informelle, qui font du vélo, etc., sans être licenciés. Vous avez au moins 3 organisations de masse, l'Union Vélocipédique de France, qui a 150 000 licenciés qui font du vélo, l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques qui en a environ 200 000, là on fait un peu de tout, du tennis, du football association, du football rugby, et puis la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France, qui est la Fédération catholique, qui a environ 200 000 membres, qui fait de la gymnastique et beaucoup de football association. Et il est dommage d'ailleurs que dans le monument dédié aux sportifs français qui vient d'être inauguré près du Stade de France, il n'ait pas été fait mention de toutes ces fédérations, de ce mouvement important en 1914. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que les patronages faisaient ombrage, ou en tout cas une forme d'anticléricalisme a joué dans ce choix qui a été extrêmement réducteur et un peu stupide, je le dis ici. En 1914, en Allemagne, le Deutscher Fußballbund compte 161 000 membres, c'est déjà beaucoup, et on sait que la fédération allemande est la plus importante encore aujourd'hui en termes d'effectifs. Mais vous avez déjà toute une gamme, vous avez le football, alors le football c'est plutôt la bourgeoisie, notamment la bourgeoisie juive. L'Arbeiter Rad, j'ai oublié un A, Fahrerbund Solidaritat,
compte 150 000 membres, c'est la fédération travailliste ouvrière de cyclistes. Et puis le Deutschen Turnerschaft, qui est le Turnen, donc la grande organisation de gymnastique née après la bataille de Jena en 1806, eh bien, compte 753 000 membres. Donc vous avez plus d'1 million de sportifs, au moins, en Allemagne. Et enfin, eh bien, c'est un spectacle de masse, notamment pour le football en Angleterre. Voilà les tribunes ouvrières dans le stade de White Hart Lane, mais il faut savoir que la Coupe d'Angleterre, que vient honorer de sa présence pour la première fois le roi George V en 1914, et bien en 1914, vous avez 110 000 spectateurs qui regardent ce match au stade de Crystal Palace. Et puis enfin, eh bien, vous avez une presse sportive qui est extrêmement abondante, qui est encore plus abondante qu'aujourd'hui. Vous avez à la fois des périodiques qui visent la bourgeoisie, la vie au grand air. Vous avez des périodiques plus spécialisés. Sporting, c'est autour de la boxe et des sports athlétiques. Vous avez déjà football, un quotidien loto. Un certain nombre, d'ailleurs, disparaissent dans les premiers mois de la guerre. Donc, évidemment, on est déjà dans cette culture de masse, cette culture industrielle, avant même d'aller au foot. Alors, ce sport, pendant la Première Guerre mondiale, c'est d'abord une conséquence, on pourrait dire, sportive de la guerre de position. Pour quelle raison? C'est que, on peut reprendre le témoignage de Pierre Chérigues, qui est la première grande vedette du football association, qui d'ailleurs avait fait scandale. Alors, il a publié ses mémoires entre guillemets dans l'Auto en 1929, donc il retrace toute sa vie. Il fait scandale en disant que lui, il ne jouait pour l'équipe de France que si on lui donnait au moins 1000 francs par rencontre, sinon ça ne l'intéressait pas. Donc on voit évidemment que l'esprit mercenaire n'est pas tout à fait nouveau. Et alors Chérigues, il consacre une édition de l'Auto, enfin une page de l'Auto à ses mémoires de guerre, et raconte que, je le cite, « Mon sac est tellement lourd déjà qu'il ne me vint pas à l'idée d'emporter maillot, donc en août 14, culotte et souliers à crampons. Je fus tout de suite emporté dans le tourbillon du grand match. » On voit, là, selon les rédacteurs de l'Auto, évidemment, qui adapte son discours. Il s'agissait de se défendre, et c'était précisément à quoi j'excellais en football. Alors, ces soldats, sauf les Britanniques, partent sans équipement, ce qui fait qu'à partir de novembre-décembre 1914, eh bien, dans la presse, notamment la presse sportive qui persiste, le quotidien L'Auto et l'hebdomadaire Sporting, eh bien, on voit toute une série de rubriques apparaître, et notamment pour la fourniture de ballons, mais aussi de gants de boxe aux soldats qui sont partis au front sans être équipés. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement à l'époque, puisque, eh bien, les périodiques sportifs sont pleins de publicités de différentes maisons. Alors il y a des importateurs anglais comme Tonmer, mais aussi des maisons françaises. Et pendant toute la guerre, eh bien, on trouvera ces publicités. On y reviendra sur cette question de la crise des ballons qui apparaît en 1917. Alors, qui est une crise réelle, parce que là, on est dans le domaine justement de la production industrielle. Le ballon, c'est déjà une production industrielle. Vous avez à Birmingham des maisons qui produisent 50 000 ballons de football par an, déjà, donc c'est une production assez importante. Le problème, évidemment, c'est le cuir est réquisitionné pour la guerre, et deux, eh bien, le ballon de football, comme beaucoup d'objets de cuir, va apparaître comme un produit de luxe, donc surtaxé à l'importation, d'où quelques difficultés pour le trouver. Alors, on commence à jouer au football, évidemment, parce que le front se stabilise. On commence aussi à jouer au football dès l'arrivée au dépôt. On fait différents exercices physiques, donc c'est quelque chose qui apparaît très très vite, dès l'automne 1914, avec évidemment ce moment qui relève autant du mythe finalement que de la réalité. Vous savez, cette trêve de Noël, alors, qui aurait été essentiellement quand même entre soldats britanniques et soldats allemands, où l'on aurait joué au football. Alors les historiens britanniques sont un petit peu plus circonspects parce que souvent ils voient des décalages entre le témoignage et puis ce que raconte le journal de marche et d'opération des unités en question. Et puis ils remarquent aussi qu'on joue toujours au football avec les Bavarois et les Saxons, jamais avec les Prussiens, parce que évidemment ce sont les bons Allemands à distinguer des mauvais qui seraient militaristes. Bon, donc cette question-là, si on a joué au football, en tout cas c'est un match. En tout cas, c'est une partie extrêmement informelle. C'est pas un match Écosse-Allemagne tel qu'on a pu parfois le décrire et tel que l'UEFA l'année dernière a voulu le commémorer.
Alors, ce sport qui s'installe, c'est d'abord, évidemment, un temps pour soi. Et un temps pour soi, de même que dans le civil, finalement, le sport est un moyen d'échapper à son identité professionnelle, au travail de l'usine, au travail de bureau, eh bien, le sport, très vite, devient un moyen, en quelque sorte, d'échapper à la guerre. Alors, quels sont ces espaces sportifs de guerre? Il serait évidemment très réducteur de ne voir le sport de guerre qu'au travers du football association, donc tu échapperas ici à trop de football. Ces espaces sportifs du front, si on regarde évidemment à la fois les carnets de soldats, certains mémoires de guerre, il y a un officier anglais par exemple qui a consacré un livre à la chasse et à la pêche qu'il a pu faire dans le nord de la France, hein, c'est un livre qui est conservé aujourd'hui à la BDIC. Et puis si on regarde, alors bon, c'est pas mal d'images que j'ai pu retrouver soit dans le miroir, soit dans l'illustration, alors avec évidemment le côté propagande et l'orientation, mais qui rend compte quand même d'une pluralité de pratiques. Hein. Donc c'est évidemment la pêche, lorsque l'on peut, bon, certains exercices entre armée et village, hein, le tir à la corde. La photo en bas est beaucoup plus intéressante parce qu'elle rend davantage compte finalement à la fois d'une chose, c'est que les soldats français en 1914, ce sont souvent d'abord des gymnastes et des cyclistes, avant d'être footballeurs. Hein. Et c'est ce que dit d'ailleurs un témoin que je vais convoquer ensuite, c'est que les Français sont un peuple d'abord de gymnastes, avec évidemment un gymnase que l'on reconstitue avec les moyens du bord, à proximité du front. Alors, le sport, ça peut être aussi un sport un peu imposé, hein. On a une séance d'hébertisme, on est évidemment torse nu, on court dans la nature, on apprend la solidarité. Et puis, intéressant, début 15, le Miroir publie cette photo, hein, qui est une photo d'une partie de football très informelle, qui rend certainement compte hein, de ce qu'était le football, avec quand même au premier plan, on voit un 40-75 et puis un officier, un cavalier, pour montrer quand même que si on s'amuse, hein, la guerre reste le plus important, hein, et avec ce titre, hein, nos soldats ne dédaignent pas de s'amuser. On va voir que l'amusement est sans doute plus sérieux qu'on ne le croit. Et puis pour, évidemment, les sportifs, assez rapidement, bon, dans l'aviation, les premiers aviateurs sont des sportifs, hein, les Pégou et Roland Garros, mais aussi très vite, et ça c'est un point commun qu'on va retrouver chez les grands sportifs d'avant 14, les Boyaux, Carpentier ici, Georges Boyaux, le pilote automobile, Octave Lapise, le cycliste, etc. Ils n'ont qu'un rêve, c'est de devenir évidemment un champion des airs, échapper évidemment aux contraintes de cette guerre de masse, et surtout briller à nouveau, et pouvoir eh bien, briller également dans ce sport numéro 1 aussi qui est dans la presse avant 14, l'aviation. Alors, très vite, eh bien, voilà le Miroir qui rend finalement assez bien compte quand même de cette diversité. Hein. 1er août 1915, dans les cantonnements et les dépôts de convalescents, on cultive les sports. Le départ d'une course à pied dans un centre de repos. Un jeu emprunté à nos alliés britanniques, le Tug of War. Un championnat de boxe amateur près du front. Il ne faut pas oublier que la boxe est aussi un sport très populaire et que le champion national avec Jean Bouin en 1914, c'est Georges Carpentier. L'une des distractions favorites de nos officiers, l'escrime. Il y a tout un débat d'ailleurs avant 14 sur le caractère sportif des officiers, hein, qui montraient à cheval essentiellement pour éviter d'avoir à marcher à pied. Les blessés eux-mêmes, avec une incroyable bonne humeur, organisent entre eux des courses développées. C'est vrai que c'est pendant la Première Guerre mondiale que commence à naître ce qu'on va appeler ensuite le handisport, hein, et la rééducation passe aussi par l'exercice physique. Barfix installé dans la cour d'une ferme détruite, on voit ce peuple de gymnastes, aviateurs faisant de l'acrobatie sur une roue d'aéroplane, une partie de tennis en Belgique. En fait, beaucoup de débrouillardise, on va le voir qu'il y a une différence entre les armées, beaucoup de débrouillardise surtout du côté français. Alors, ces terrains, eh bien, ils s'étendent finalement de la ligne de front jusque dans les cantonnements. Dispend de Florence, témoin que je vais évoquer plus particulièrement tout à l'heure, raconte qu'il avait installé une barre fixe dans un des boyaux, hein, menant aux premières lignes et qui s'y entraînait régulièrement.
Bartas, témoin évidemment très connu, rapporte qu'en Artois, au printemps 1915, le terrain du football du 280e régiment d'infanterie auquel il appartenait était installé à 10 mètres des premières lignes, dans une cuvette servant au rassemblement et aux messes. Et il ajoute, il lui fallut que les Allemands fussent aveugles pour ne pas voir le ballon bondir dans les airs et parfois rebondir en avant de la première ligne dans les fils de fer où un joueur audacieux allait le prendre en se remettant à la courtoisie des Allemands qui du reste ne tirèrent jamais sur les joueurs. On n'est pas là évidemment dans le cas de cette trêve où on joue au football, mais on est dans le cas de sorte de trêve tacite, hein, du vivre et laisser vivre, où finalement d'un côté et de l'autre on arrive à des aménagements et surtout on ne touche pas finalement à une des joies qui peuvent être celles des plus jeunes soldats de cette génération sportive de 1913. Alors, d'après les témoignages, qu'est-ce que c'est que faire du sport finalement, près ou à proximité du front? Il me semble que c'est d'abord recouvrer son identité civile, retrouver les hiérarchies sportives qui abolissent évidemment celles de l'armée, et finalement échapper à la guerre. Alors voilà un témoignage qui est tout à fait extraordinaire, alors qui est particulier parce que Dispens de Florent appartient à la fois à une famille aristocratique, socialiste et pacifiste. Ces carnets sont conservés au Centre d'histoire de Sciences Po, et Dispens de Florent a été à la fois avant-guerre un agrégé, un docteur en droit, et aussi un des premiers chroniqueurs de la rubrique sportive de l'Humanité. Et ces carnets sont pleins justement de mentions. Alors il s'engage comme brancardier, et voilà ce qu'il raconte sur sa pratique du sport en mars 1915. Il est dans un cantonnement en Champagne avant de monter au football. Nous montons ensuite un terrain de football, joueurs restreints, mais brillante galerie d'officiers. Bon, évidemment les officiers, ce sont ceux qui ne font pas de sport, hein. Un monoplan, probablement intrigué, passe 2 à 3 fois à 300 mètres au-dessus de nous. Intérêt du sportif qui pilote cet avion en 1915, ce sont essentiellement des sportifs, pour ce match. Dîner et soirée terminés chez les cuistots de la 22e. On y voit quelques numéros sensationnels en liberté et on y forme l'équipe reine qui doit matcher les aviateurs de Fravençon. Retour à cette sociabilité sportive, virile, amicale, et en même temps rivalité amicale avec ces aviateurs qu'on commence à envier. Et puis, la dernière phrase est tout à fait intéressante. Le poste de demi-centre m'est attribué d'autorité, encore que j'eusse souhaité celui d'ailier droit infiniment plus peinard. Là, retour au narcissisme du sportif, parce que, comme vous le savez, ou vous le savez sans doute peut-être pas, le demi-centre, c'est le joueur clé des équipes de 1914, donc c'est celui qui sait courir, qui est technique, qui a la vision du jeu. Donc évidemment, c'est une façon de se valoriser, et bon, il a bien accepté pour le bien de son équipe de participer, de jouer à ce poste-là. Alors on trouve différentes mentions, alors plus ou moins importantes, hein, mais il est clair que le sport ici, évidemment, ça permet très nettement de retrouver cette identité civile. Alors il y a aussi des carnets qui sont tout à fait intéressants, ce sont ceux de l'adjudant Laby, qui ont été préfacés par Stéphane Audouin-Rousseau. Et alors là, tout à fait intéressant, c'est que ça va totalement à l'encontre finalement de ce que peut dire Stéphane Audouin-Rousseau, parce qu'on s'aperçoit évidemment que ce Laby, qui est un nationaliste au départ, eh bien, progressivement devient de plus en plus dégoûté de la guerre, et un des moyens d'échapper à cette guerre, c'est de pratiquer ce sport. Donc le sport n'est pas du tout un lieu de brutalisation et d'endurcissement des corps, au contraire, c'est un lieu de retour à cette vie civile. Les journaux de tranchées sont tout à fait intéressants de ce point de vue-là, parce que là aussi, finalement, on fait assez souvent mention de sport, mais sont surtout cités les bons joueurs, hein, ceux qui vont représenter l'équipe régimentaire, voire l'équipe d'un corps, hein, la fameuse équipe du 20e corps où jouaient Chériguès et d'autres vedettes. Et d'ailleurs, finalement, la carrière de footballeur représentant l'unité permet d'avoir de très nombreuses permissions, permet de revenir à Paname, comme l'écrit Chériguès. Et quand Chériguès passe dans l'aviation, il est notamment envoyé à Dijon, et ce qui lui plaît à Dijon, c'est que c'est près de Paris et qu'il peut régulièrement aller à Paname, jouer au foot et monnayer ses talents parce que les primes de match tombent. Alors, il y a quand même aussi d'autres
manière de penser le sport. Pour ceux qui... quelqu'un comme Bartas, disons, il considère que c'est une autre manière finalement de contraindre. Hein. Voilà ce qu'il écrit à propos du sport près de Verdun. Dès le lendemain de notre arrivée, il y eut comme de juste exercice, mais le surlendemain, dimanche, il y eut sur la place publique grand concert par notre musique, au rythme de notre grosse caisse des canons de Verdun. Il y eut des jeux de football pour les sportifs et les inconscients, et pour tout le monde, une douche. Hein. Bon, le sport finalement c'est un moyen de carotte qui est tendu hein, après ces exercices qui sont éreintants. Pour d'autres, le sport apparaît comme finalement un moyen, un surgissement de la vie dans un monde de mort. Alors voilà, citation du journal d'Édouard Cœur de Vey, cet instituteur franc-comtois de Baume-les-Dames, je cite par solidarité régionale, eh bien, j'ai pas mis la date, mais c'est en 1918, hein, on est dans le cadre de ces fêtes sportives qui apparaissent périodiquement dans les journaux de marche et d'opération. Après-midi, match de football, course, poids, musique, véritable fête sportive où la force de la jeunesse qui déborde empêche de croire à la mort. Et puis, il y a des témoignages qui sont, tout à fait intéressants. Hein, c'est celui de Louis Maufray. On a parlé des médecins. Bon, Maufray, évidemment, est engagé comme médecin militaire. Hein, il est étudiant en médecine, si je ne me trompe pas, au début de la guerre. Et il raconte qu'il revient d'une permission. Et voilà la manière dont il évoque un match de football. Ses amis l'invitent à jouer au football. Et il écrit « Ce match de football, nous le jouons avec une frénésie inouïe, mais pas pour les motifs que l'on croit. Chacun se dit « Si au moins je pouvais me casser une patte ». Mais personne ne se casse rien et nos seules blessures sont des courbatures qui nous obligent à rester allongés pendant une journée. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est parce que ce qui montre aussi que ça pose la question aussi de cet exercice physique. Hein. Dans une guerre qui est elle-même éreintante, hein, où les travaux de terrassement reviennent régulièrement, où on est fatigué finalement, qui joue au football, ce sont peut-être essentiellement les amateurs de jeu les plus jeunes. Hein. On est davantage peut-être spectateurs que pratiquants. Malgré tout, et je terminerai là-dessus sur ce sens, hein, il y a un autre sens qui est donné par les officiers, ceux qui initient notamment ces pratiques de matchs de football, rugby ou association. C'est l'idée aussi que finalement, pendant un temps, la hiérarchie sportive est abolie et que grâce à cela, eh bien, on peut finalement utiliser cela comme une sorte de soupape de sûreté dans la discipline qui est celle des armées. Hein. Voilà ce qu'écrit Georges Roset, dont on reparlera, un journaliste, mais qui, disons, a fait un peu la guerre comme chauffeur de camion, et puis a été ensuite correspondant de guerre. Tout le monde se connaît peu ou prou dans la grande famille sportive. On sait que celui-ci a joué dans tel club, que celui-là est bon à telle place. Le lieutenant, embauché dans l'équipe, accepte modestement le rôle pour lequel le désigne son capitaine sportif, même si celui-ci n'est qu'un simple soldat, ce qui prouve une fois de plus que le football est l'école de la discipline consentie, la seule qui vaille. Il n'est pas certain que tous les soldats l'aient compris de cette manière. Alors, il me reste combien de temps, François? T'as épuisé ton temps. Non. Humor. Prends 5 minutes. D'accord, merci. Alors, de ce point de vue-là, on peut aussi voir des différences, évidemment, entre les armées. Jusqu'en 1917, le sport dans l'armée française, ça relève avant tout de la débrouillardise. Alors que dans d'autres camps, le camp allemand notamment, il y a des témoignages de soldats français qui découvrent éberlués finalement certains cantonnements allemands bien organisés où les facilités sportives sont installées. Et puis surtout, il y a le côté anglais. Hein. Alors, on a évoqué souvent le Poilus Park hein, à Commercy, mais en fait, Poilus Park, il est plutôt quand même orienté vers des divertissements qui sont ceux du cabaret, de la musique, etc. Il y a un peu de sport, mais c'est vraiment un cas particulier, hein, voulu notamment par le général Cordonnier, mais qui n'est pas du tout finalement représentatif de la manière dont l'état-major pense le sport. En revanche, dès que le corps expéditionnaire britannique arrive sur le territoire français, eh bien, on le décrit comme un corps expéditionnaire sportif. Hein. Voilà, ça c'est un dessin qui paraît dans l'auto en décembre, hein, entre deux combats, soldats anglais disputant un match de football à proximité des lignes
des lignes ennemies. Bon, photo, si ça en est une, très très retouchée. Mais on sait par un certain nombre de travaux d'historiens britanniques, notamment John Fuller, que ça a été une vraie politique. La volonté d'installer dans les cantonnements, notamment dans de la France, eh bien, des terrains de football en même temps que d'autres loisirs, music-hall, etc. Donc il y a des championnats qui sont installés très vite, à tel point d'ailleurs qu'un certain nombre d'officiers, notamment le général Haig, se plaint de ces thomistes qui pensent surtout à jouer au football et peu à faire la guerre. Et John Keegan rappelle dans son livre sur la Somme que les seuls souvenirs qu'il ait réussi à obtenir de son père sur cette bataille, ce sont les matchs de football qu'il a joués avec ses amis. Bon, certainement un effet d'occultation de la violence, et les seuls souvenirs qu'on voulait garder de cette guerre, c'était ces matchs. À tel point d'ailleurs que dans la presse française, finalement, le caractère sportif des Anglais commence à devenir assez négatif, et on retrouve chez Cœur de Vey et chez Dispens de Florent, par exemple, des mentions, ces Anglais, ce sont des soldats de baudruche juste capables de taper dans un ballon. Voilà un dessin dans le Petit Parisien, John Bull, c'est mon tour, je suis prêt, donc après avoir fait du sport, s'entraîner, on entre sur les rings. C'est aussi l'épisode du capitaine Neville, sur lequel je passerai, pour évoquer rapidement, cette question de la sortie de guerre sportive, parce que pour en parler. Alors tout d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que après 17, il y a une attention nouvelle au sport dans les armées françaises et italiennes, notamment dans toutes les enquêtes, dans toutes les réflexions qui sont faites après les mutineries. Il y a la question de ces divertissements. Voilà les jeux, quels jeux auraient la préférence des soldats, les jeux. C'est donc un document du 31 août 1917. Les jeux le plus couramment demandés sont les jeux de cartes, jeux de dames, dominos, jaquet à échecs, etc. Il importe de ne pas négliger les sports, le football par exemple, et les jeux de plein air qui montrent aussi que cette standardisation du sport elle est complexe parce qu'il y a encore ces jeux très traditionnels, régionaux. Et puis surtout en septembre 1917, le président du Conseil et ministre de la guerre, Paul Painlevé, ordonne la commande de 5000 ballons de football après une campagne de presse menée notamment par le journaliste Georges Roset. Alors, il y a une attention, mais évidemment qui sera un peu bousculée par la reprise de la guerre de mouvement au printemps 1918. Il y a un autre aspect évidemment, c'est l'apostolat américain, c'est que les foyers du soldat, notamment montés par la YMCA, voient le développement, la diffusion de sports américains, le basket et le baseball en particulier. Il y a la même chose en Italie. Après Caporetto, le sport et la retraite sur le Piave, le sport dans les Case del Soldato, institution qui est lancée par Minotti, il s'agit évidemment de refaire le moral patriotique des soldats italiens, mais aussi de les refaire physiquement, et le sport passe très largement par cela, et on retrouve mention du sport et du football, notamment dans les journaux de tranchées italiens. Alors ceci dit, cette guerre des sportifs, c'est aussi une victoire à la Pyrrhus. Pour quelle raison? C'est que la classe 1914, la génération sportive, notamment dont parlait le manifeste d'Agathon, perd jusqu'à 29,2% de ses effectifs. Et puis il y a ces amputations, 24 900 soldats, 61 000 mutilés fonctionnels, très souvent des jeunes gens, autant évidemment à la fois de sportifs pratiquants que de sportifs potentiels. Si on prend la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France, à laquelle on n'a pas voulu rendre hommage, celle-ci compte quand même 24 000 morts et 60 000 blessés sur ses 200 000 membres. Sur 111 joueurs de l'équipe de France de rugby nationalité française, 23 tombent à l'ennemi. Et puis, il y a aussi les conséquences. Le collège d'athlètes de Reims, en haut à gauche, est détruit et ne sera pas reconstruit. Et les courses de cyclistes rendent compte des destructions. C'est le circuit des champs de bataille qui passe au chemin des dames, ici. Et la presse sportive est évidemment pleine de ces deuils de grands champions, à commencer évidemment par Jean Bouin, mais il n'est pas le seul. Alors pour terminer, j'évoquerai cette question de la standardisation athlétique et de la force de l'image sportive. L'après-guerre est un après-guerre sportif. Les carnets d'ailleurs de soldats sont remplis d'annotations de soldats qui vont voir tel ou tel match, qui finalement passent le temps
en attendant la démobilisation, en regardant des rencontres de football. Et le point culminant, évidemment, c'est mai-juin 1919, les Jeux interalliés, qui voient un affrontement notamment entre eh bien, les Américains et les Français, les matchs de rugby qui auraient été ce qu'on fait de mieux, sans couteau ni revolver. Autre aspect de cette après-guerre, c'est certainement quand même une forme de standardisation, avec la montée en puissance, malheureuse pour certains, du football association. Le football, c'est sans doute le sport vainqueur de la guerre. Il y a plusieurs aspects qui le montrent. La naissance de la Coupe de France, Coupe Charles Simon, la création d'une fédération française de football unie, et puis cette passion patriotique et chauvine qui s'empare des foules sportives, notamment aux Jeux Olympiques en 1920. C'est la finale opposant la Belgique et la Tchécoslovaquie. Les Tchécoslovaques sont mécontents de l'arbitrage et partent au bout de 30 minutes de jeu, et le terrain est rempli de footballeurs, de supporters belges aussi passionnés qu'aujourd'hui. L'autre aspect, évidemment, du point de vue du corps, c'est l'aspect évidemment de l'histoire des femmes et de cette première émancipation avant le retour à l'ordre, mais qui passe aussi évidemment par le développement de formes sportives. Les munitionnettes ont commencé à jouer aussi bien en Angleterre qu'en France au football, et il y a un premier essor du football féminin. Et puis, c'est aussi évidemment la force de l'image sportive, et particulièrement forte en France. Pour quelle raison? C'est que le sport permet d'attester face à la propagande anglo-saxonne que la race française, comme on le dit à l'époque, n'a pas été saignée par la guerre. L'un des exemples quand même, c'est la transformation du miroir en miroir des sports. Comme si finalement cette image de violence ou cette image qui est particulièrement saisissante passe désormais par le sport. Et puis c'est le fait aussi qu'au sein du Quai d'Orsay, eh bien, naît dans le service des œuvres françaises à l'étranger, cet organe de propagande, eh bien, une section tourisme et sport qui est chargée de faire cette propagande. Alors, en subventionnant des clubs sportifs dans les Balkans jusqu'en Roumanie, en menant une sorte de diplomatie sportive au sein des organisations internationales et en soignant la propagande cinématographique, toujours avec cette idée de combattre cette idée d'un pays saigné à blanc. La meilleure preuve, évidemment, eh bien, c'est l'intérêt notamment d'un Gaston Doumergue. Le voici avec les mousquetaires, ces nouveaux ambassadeurs de la France. Pour conclure très très vite, eh bien évidemment, bon, il faudrait bien une heure pour évoquer ces héritages multiples de la guerre. Ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est que si le sport a été finalement aussi important, c'est qu'il l'était déjà avant 14. Il y a un coup d'arrêt en gros de 1914 à 1916 à l'arrière, mais ensuite ça repart. Certainement, il y a pu avoir un effet d'acculturation sportive pour des populations rurales, notamment en France et en Italie. Mais surtout, eh bien, c'est pendant la Première Guerre mondiale que naît l'idée que le sport est un moyen d'action de politique publique et surtout un très fort moyen de mobilisation nationale. Jean-Baptiste Durosel dit pour les années 30 qu'il faut étudier le sport. Il a écrit parce que c'est finalement un nouveau vecteur du nationalisme. Alors ça peut prendre deux directions, et je terminerai là-dessus. Soit une direction républicaine, vous avez Gaston Doumergue encore avec Jules Rimet, avant la finale de la Coupe de France, qui est une sorte de fête nationale du football français, rendant hommage à la méritocratie républicaine, des petits clubs qui montent. Et puis évidemment, vous avez l'Allemagne, où dès les années 20, c'est Sébastien Hassner notamment qui l'écrit, le sport devient un substitut du service militaire. Et puis évidemment, avec cette politique nationale socialiste, vous avez ici un dessin de football en 1933, ballon de football français, 10 ans à son homologue allemand, comme vous avez changé en quelques semaines. Merci de votre attention. Merci Paul pour cette brillante communication. On voit bien quel est le lien avec l'industrialisation, quand même. On voit bien la temporalité du temps tranché, du temps de la guerre immobile, qui permet, à mon sens, ces manifestations sportives sur l'arrière-France. Je serais infiniment plus dubitatif que Paul Dietschi sur certains témoignages. Barthas, à 10 mètres des tranchées allemandes en Artois, je ne crois pas un seul instant. Mais c'est Barthas, Saint-Barthas, 23e édition aujourd'hui, bon, merveilleux. Quant à Dispan de Florent, méfiance.
méfiance sur son témoignage, le même Dispan Florent qui trouve, selon ton expression, le soldat britannique une baudruche, c'est le même qui essaie de se faire pistonner par Longuet pour se faire embusquer à l'arrière. Hein. Donc le témoignage de Dispan Florent, comme tu l'as rappelé, bien étudié par Romain Ducolombier, hein, qui a bien bossé sur ce personnage. Personnage intéressant, mais personnage dont le témoignage, à mon avis, est à prendre avec quelques reculs critiques pour l'historien. On peut lui faire crédit quand même de ce qu'il raconte sur les matchs qu'il joue dans son cantonnement. Oui, oui, mais on peut lui faire aussi crédit qu'il cherche surtout à s'éloigner du fond. Oui, mais c'est d'ailleurs, finalement, ce que cherchent beaucoup de sportifs, petits et grands, absolument, via le sport. Bien sûr, et tu l'as fort bien dit aussi, pour de l'argent en plus. Mais la concrétisation, c'est demain soir, je me terre dans ma maison, et je n'en sors